et à toutes et merci à Mireille Lachaud, à toute son équipe. Nous avons passé un excellent moment ensemble avant cette conférence qui m'a montré qu'il y avait une équipe dynamique sur le Gard, puisque Mireille Lachaud est la présidente de la Fédération Famille de France. Je rappelle que Famille de France est un mouvement qui est 4 fois libre de politique, de tout syndicalisme, de toute confession. Nous avons même ajouté de toute idéologie. Parce qu'il arrive que parfois les journalistes nous disent « mais vous avez une idéologie familiale ». Nous répondons que la famille n'est pas une idéologie, c'est une réalité. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on est tous participants d'une famille. Et Famille de France est un grand mouvement familial qui n'a pas de référence géographique, puisque nous sommes en métropole d'outre-mer partout. Nous sommes des élus du peuple, en ce sens qu'il y a des associations familiales. Ces associations sont, quand elles sont au nombre de 2 dans un département, font une fédération. Et puis vous avez 100 fédérations dans tous les départements de France et d'outre-mer. Nous avons même un département qui se crée avec Mayotte à l'heure actuelle. Et puis toutes ces associations donnent des délégués qui sont des délégués nationaux, qui font partie du Conseil d'administration nationale dont fait partie Mireille Lachaud et qui élisent des représentants et évidemment un président, un vice-président et tout ce qui se passe dans les associations de loi 1900. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a 17 millions de familles. Les Françaises et les Français savent qu'il y a des syndicats pour défendre les salariés et les patrons. Ils ne savent pas qu'il y a des familiaux, nous les appelons les leaders familiaux, qui sont là à leur service pour défendre les intérêts matériels et éthiques de toutes les familles. Alors, étant un homme de santé, travaillant, vous le savez, au Centre anti-cancer à Montpellier, ça fait bien longtemps que je suis branché sur tous les aspects des soins, bien sûr. Mais quand on est universitaire, on a au moins 3 missions. La première, c'est de soigner, la deuxième, c'est d'enseigner, la troisième, c'est de chercher. Mais depuis un ministre de la Santé qui s'appelait Jacques Labitte, nous avons eu une 4e mission. Cette 4e mission qui nous a donné, qui est une mission tout à fait juste, était d'aller vers le grand public pour expliquer au grand public à la fois la prévention, le dépistage, le traitement des cancers. Mais dans notre société, on s'est bien rendu compte que le problème de l'alimentation devenait un véritable souci. Si je regarde il y a simplement une dizaine d'années, autour de l'an 2000, beaucoup de gens posaient la question « Docteur, comment je dois m'alimenter? J'ai eu un cancer, je ne veux pas une récidive, je sais que je dois être surveillé régulièrement. Est-ce que vraiment mes habitudes alimentaires sont en cause? Est-ce que je dois changer mes habitudes ?» D'une manière générale, les gens savaient que pour éviter les maladies cardiovasculaires, il y a ce qu'on appelle le French paradox, le paradoxe français avec un verre de vin à chaque repas. Il y a aussi ce qu'on appelle le régime, je n'aime pas trop l'expression, mais on l'appelait comme ça, le régime crétois ou la diète crétoise. C'est au fond une alimentation méditerranéenne. Mais les gens allaient plus loin. Ils disaient, est-ce que vraiment je dois prendre des aliments issus de l'agriculture biologique? Est-ce que ça va m'être utile pour ma santé? Parce que si c'est utile pour ma santé, je vais y mettre un peu plus de sous parce que ça coûte plus cher. Et la réponse que nous donnions au cours de l'année 2000 était, écoutez, vous ne fatiguez pas. Nous étions sous l'influence des médias. Nous en parlerons des médias. Ils sont puissants. Ils sont importants dans tous les domaines de la société, mais parfois aussi, ils nous donnent des informations qui ne sont pas toujours justes. Il y a ce qu'on appelle des lobbies qui sont là pour pousser un certain nombre d'intérêts. Et donc, autour de l'an 2000, le discours officiel était les produits bio ne servent à rien de plus, ils coûtent cher, vous ne fatiguez pas. Alors, nous n'avions pas ce type de réponse, mais nous avions une réponse qui était ambiguë. Et donc, j'ai décidé, avec mes collègues de l'Institut national de la recherche médicale française, de l'INSERM, de monter un programme de recherche solide pour étudier la qualité nutritionnelle des aliments venant de 3 types d'agriculture.
d'une part l'agriculture conventionnelle, AC, d'autre part l'agriculture raisonnée, AR, et d'autre part l'agriculture biologique, AB. Cela faisait ABARAC, programme ABARAC. Ça coûte cher, pourquoi? Parce que nous avons choisi 20 aliments de ces 3 types d'agriculture, des aliments identiques, du tomate, du laitue, du fromage, de la viande, de l'huile d'olive, du vin, du pain, etc., venant des 3 types d'agriculture, mais notre objectif était de doser dans ces aliments à la fois des produits négatifs pour la santé, des pesticides, des insecticides, qu'on appelle phytosanitaires, c'est un mot qui est assez coquin, parce que vous entendez phytosanitaire, santé de la plante. Vous vous dites, ça va me faire du bien, alors que ça ne fait pas que du bien. Et ça ne fait même pas du bien à la plante. Les Américains là-dessus sont plus honnêtes, ils disent, ça s'appelle des chemicals, c'est-à-dire des produits chimiques. Mais chez nous, phytosanitaire. Donc, décision de chercher dans les produits issus de ces 3 types d'aliments, d'agriculture, des produits négatifs pour la santé, des produits positifs. Produits positifs, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des choses dont nous avons besoin, des acides gras, des acides aminés dont nous avons besoin pour notre santé. Et je dois dire que personnellement, j'ai été déjà fort influencé. Vous savez, quand vous lancez une recherche, on a toujours une idée derrière la tête. Et moi, mon idée derrière la tête, c'était de répondre positivement, d'une manière scientifique, aux familles, aux patients qui nous interrogeaient. Et mon idée était de leur dire, vous ne cassez pas la tête, le bio n'apporte rien de plus. Alors, il a fallu trouver un financement, monter un protocole de recherche. Vous n'avez pas de financement sans protocole de recherche. Nous avons eu ce protocole de recherche à 3 niveaux. D'une part, le Conseil régional de Montpellier, avec Georges Frêche, qui était à ce moment-là à la tête du Conseil régional, et qui a compris l'importance du sujet. Il a financé 1 tiers du projet. Un autre tiers a été financé au niveau européen. Et le 3e tiers a été financé par des malades eux-mêmes, qui ont, par des petits dons, qui ont fini par faire une somme importante pour la recherche, donc des dons destinés, dédiés à cette recherche. Ensuite, nous avons dû choisir les aliments. Les aliments, nous avons dit, nous allons les choisir plutôt en Languedoc-Roussillon, puisque le financement vient au moins pour un tiers de Languedoc-Roussillon. On était un peu obligé, mais en plus on était dans Languedoc-Roussillon, donc c'était plus facile pour nous. Tous les produits que nous avons choisis issus de l'agriculture biologique étaient labellisés. Clairement. Tous les produits issus de l'agriculture conventionnelle n'étaient pas labellisés, simplement c'était des gens qui disaient « Moi je fais du bio, et vous savez, docteur, ceux qui font là je ne fais pas du bio, je fais du conventionnel, et ceux qui font du bio, ce sont des talibans, ce sont des excessifs. Ce sont des gens, et vous allez voir, je suis content que vous me dosiez les produits, parce que vous allez voir qu'ils sont aussi bien que les leurs. Ils perdent leur temps, et ils coûtent cher. Et ceux qui faisaient du raisonné, c'était des gens qui avaient quitté le conventionnel, qui utilisaient moins de produits toxiques, moins de phytosanitaires, qui en utilisaient encore, qui étaient sur le chemin du bio sans y être complètement arrivés. Mais il y avait, parmi les agriculteurs du raisonné, des gens qui étaient proches encore du conventionnel parce qu'ils avaient quitté depuis moins d'une année ou autour d'une année, et puis d'autres qui étaient à la 3e ou 4e année, qui n'étaient pas encore officiellement au bio, mais pas loin. Et d'ailleurs, nous allons le retrouver dans les résultats. Et comme ce projet de recherche, il avait pour coût 1 million de francs, je parle de francs, c'est quand même beaucoup, donc à coût de 330 000 à peu près déjà cotés, nous avions décidé que nous allions faire d'abord les 10 premiers aliments, puis que nous ouvririons les enveloppes. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on envoyait une tomate, une laitue, un morceau de fromage, un élément d'huile d'olive, quand on envoyait ça au laboratoire, on envoyait sous une enveloppe cachetée, évidemment dans un produit, mais on ne disait pas à ce moment-là au laboratoire d'où venait le produit. C'est pas question de le lui dire. Tout ça, c'était secret. Et donc, nous avons dit, quand nous arriverons au 10e aliment, nous ouvrirons les enveloppes.
Et mon idée, c'était, au 10e élément, il n'y aura pas de différence entre ces trois types d'agriculture, on arrêtera cette recherche et on pourra répondre au grand public, vous ne cassez pas la tête avec le bio. Et puis voilà donc que nous ouvrons les premières enveloppes. Je me souviens très bien, c'était les tomates et les laitues. Qu'est-ce que nous avons observé? Nous avons d'abord observé que dans les tomates comme dans les laitues, issues des trois types d'agriculture, il n'y avait pas de produits toxiques. Pas de pesticides, à des doses faibles, même pas, il n'y avait pas. C'est ce que d'ailleurs avait dit 60 millions de consommateurs. La seule chose, c'est que 60 millions de consommateurs avaient cherché les produits toxiques, mais n'avaient pas cherché les produits positifs pour la santé. Et là, la différence est apparue. C'est-à-dire que les produits issus du biologique, ils avaient 20 à 25% de plus de lycopène pour la tomate, de lutéine pour la laitue, je vais vous expliquer ce que c'est, de vitamine C, de minéraux positifs pour la santé, d'oligo-éléments positifs pour la santé humaine, par rapport au conventionnel. Et si on regardait la comparaison avec le raisonné, on avait deux types de résultats avec le raisonné. Les uns étaient proches du bio, parce que justement il l'avait quitté depuis longtemps, et les autres étaient proches du conventionnel, parce qu'ils ne l'avaient pas quitté depuis assez longtemps. Alors, que sont ces deux produits, par exemple, le lycopène et la lutéine? Ce sont ce qu'on appelle des antioxydants. Un antioxydant, vous allez le comprendre très facilement, c'est un produit qui évite le vieillissement, qui est en même temps anti-cancer. Parce que nous allons voir, le cancer, c'est une forme de vieillissement précoce. Et donc, si on veut faire une comparaison, vous allez le repérer facilement, quand vous voulez repeindre votre portail, qui date de votre arrière-grand-mère et qui a besoin d'un coup de peinture. Dans un premier temps, vous allez gratter la rouille, ensuite vous allez lui passer un antioxydant qui s'appelle tout simplement le minium, qui est une peinture rouge ou orangée, fortement rouge, fortement orangée. Et puis quand ça a séché, vous allez mettre à ce moment-là tout simplement la peinture de couleur de votre choix. Et ce minium protège de l'oxydation des intempéries, du froid, de tout ce que vous voudrez, même du soleil excessif, qui peut abîmer le métal. Eh bien, nous avons besoin, nous aussi, de prendre des antioxydants pour que nous ne soyons pas dans un état de vieillissement précoce, pour que nous protégions nos cellules. Et on sait, parce que cela a été démontré scientifiquement, que le lycopène, par exemple, c'est l'antioxydant numéro 1 présent dans la tomate pour la prévention du cancer prostatique. Et ça a été démontré. Ça a été démontré tout simplement chez les animaux auxquels on est capable de transmettre par greffe un cancer de la prostate humaine. Bon, on ne greffe pas une prostate, on greffe des cellules cancéreuses de la prostate. Et puis on va faire trois groupes d'animaux. Les uns qui vont recevoir tout simplement du lycopène en poudre à une dose bien précise. Les autres qui vont recevoir du lycopène par l'intermédiaire de la tomate dont on connaît la quantité de lycopène. Et puis les troisièmes groupes qui auront zéro de lycopène et qui vont s'alimenter classiquement, sauf qu'il n'y aura ni tomate ni lycopène. Eh bien, le résultat est extrêmement intéressant, c'est que les animaux qui reçoivent la tomate sont ceux qui vont développer le moins la tumeur cancéreuse. Alors que, recevant la même dose de lycopène, mais sous forme venant du pharmacien, si vous voulez, sous forme de poudre, eh bien ceux-là, ils vont développer un peu plus le cancer de la prostate. Alors ceux qui le développent le plus, ce sont ceux qui n'ont pas du tout de lycopène, ni en poudre, ni en tomate. Ce qui veut dire que le lycopène de la tomate, il agit pas simplement parce qu'il est lycopène, mais parce qu'il est aussi associé aux autres éléments de la tomate. Les vitamines qu'il y a, les minéraux, les oligo-éléments, les sucres, etc., qui sont présents. C'est la même chose avec la lutéine. La lutéine, dans lutéos en grec, ça veut dire jaune, c'est un pigment indispensable pour notre rétine, pour y voir clair, pour avoir la différence des couleurs, pour, avec le vieillissement, éviter la dégénérescence maculaire de niveau rétinien. Et cette lutéine, vous en avez 20 à 25% de plus dans la laitue issue lactobiologique par rapport à la conventionnelle, et puis pour la raisonnée, vous avez les deux cas. Ce qui veut dire que nous avons donc, dans ces deux types premiers d'aliments pour lesquels nous avons eu les résultats, pas plus de pesticides dans les uns que dans les autres, c'est clair, mais par contre, 20 à 25% de produits positifs pour ma santé. Alors vous allez me dire, mais
est-ce qu'en prenant du bio comme ça, qui contient vers 25% de plus, je vais m'éviter un cancer, je vais m'éviter une pathologie, nous en verrons d'autres, puisqu'il n'y a pas que le cancer dans les maladies de civilisation. C'est très difficile à démontrer. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas imaginer une population que vous allez couper en deux en faisant une étude expérimentale. On va imaginer ce soir que tous ceux qui sont ici à ma droite, pendant 10 ans, vous allez être tirés au sort pour avoir une alimentation tous les jours de l'agriculture biologique, avec des menus qui conviendront, etc., qui changeront samedi, dimanche et jour de fête. Et puis ceux qui sont à ma gauche, vous aurez exactement le même menu, mais vous n'aurez pas du bio, vous aurez du conventionnel. C'est-à-dire vous aurez 20 à 25% de moins de lycopène, de moins de lutéine, de moins de vitamines, de moins de ci, de moins de ça. Et puis on va comparer, on va voir au fur et à mesure qui c'est qui fait des grippes, qui fait des maladies rhumatismales, des maladies de civilisation, qui c'est qui fait des cancers, et on va comparer les groupes. On ne peut pas faire ça parce que ça passe pas au niveau éthique. Au niveau éthique, on va vous dire, mais attendez, ceux-là, vous leur donnez ici 25% de plus de produits positifs pour la santé, ceux-là, vous ne donnez pas. Non, ça ne passe pas. Vous pouvez faire ça chez les rats, vous pouvez faire ça chez les animaux, mais chez l'humain, ce n'est pas possible. Donc, on ne peut pas, et personne au monde n'est capable de donner une réponse sur ce sujet en disant si vous vous mettez à manger agriculture biologique, vous ferez moins de maladies, moins de cancers, moins de ci, moins de ça. J'ai demandé, par exemple, à la MSA de faire une étude précise sur des agriculteurs de l'Aveyron qui font la même chose. Les uns font du bio et les autres ne font pas du bio. Mais ils ont tous des brebis. Il y a des brebis bio et des brebis pas bio. Ces brebis, elles donnent du lait, avec ce lait, on fait du fromage. Ce fromage, on fait du roquefort, on attend de brebis. Et donc l'objectif, c'était d'étudier les familles qui avaient au moins les 3 générations, le grand-père, le père et les enfants, qui étaient, je dirais, dans un cadre d'agriculture biologique, par rapport à d'autres familles qui étaient au moins depuis 5 ans, pas en agriculture biologique, dans le conventionnel. Pour moi, s'il y avait chez les uns plus de maladies que chez les autres, la MSA n'a pas accepté de prendre le dossier parce que ça coûtait cher, etc. C'est dommage parce que c'était intéressant de voir s'il y avait des différences au niveau de la santé. On aurait eu, je dirais, une tendance. Je ne veux pas dire que c'est un résultat définitif, mais une tendance, bon, ça nous n'avons pas la résultat. Alors, si nous continuons à regarder d'autres aliments, je vous ai dit pour les laitues et la tomate, si je regarde les œufs par exemple, il n'y a aucun doute que les œufs issus de l'acte biologique, ils ont un bien meilleur cholestérol dans le jaune d'œuf, et je fais remarquer que le jaune d'œuf, c'est du bon cholestérol. Quand on vous dit ne prenez pas du jaune d'œuf, non, ne prenez pas un excès, bien sûr. Mais si vous pouvez prendre 5 œufs par semaine, j'ai pas dit 5 par jour, 5 œufs par semaine, et vous aurez du bon cholestérol, du HDL, alors que le LDL, le mauvais cholestérol, il est surtout dans les viandes rouges, dans les charcuteries, dans les produits laitiers, nous allons le voir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de viande rouge, de produits laitiers, etc. Mais ça veut dire qu'il faut faire attention de ne pas nous en gaver. Alors, si je continue sur les produits de l'agriculture biologique par rapport aux autres, je peux prendre plusieurs exemples. Il y a le pain, par exemple. Pour le pain, il y avait 2 solutions. On peut étudier le pain blanc, c'est ce que les gens consomment davantage, mais s'il y a des produits toxiques dans le pain, ils sont dans la cuticule du grain de blé. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas alors dans le pain blanc, mais dans le pain complet. Donc, ce n'est pas la peine d'aller étudier le pain blanc, il faut étudier, si on veut regarder une comparaison scientifique, le pain complet. Donc, nous avons choisi des farines qui soient de même nature, avec la même meule, tout ça c'est compliqué. Les unes issues de l'agriculture biologique, les autres issues de l'agriculture conventionnelle, nous n'avons pas trouvé du raisonné. Et nous avons fait une comparaison des pains qui étaient le résultat de ces préparations. Et là, qu'est-ce que nous avons trouvé? Dans le pain issu de l'agriculture conventionnelle, du malathion. Qu'est-ce que c'est que le malathion? Le malathion, c'est un produit toxique que l'agriculteur met dans une bouteille blanche avec une tête de mort sur cette bouteille. Et il le met en hauteur pour que les gosses ne l'attrapent pas et qu'on ne se trompe pas. Mais c'est un produit utilisé dans l'agriculture, de moins en moins, cancérigène, extrêmement dangereux. Alors, dans le pain, évidemment, vous en avez des traces. C'est pas parce que vous allez prendre une tranche de pain ou 3 tranches de pain avec un peu de malathion que vous allez faire un cancer. Le danger, c'est si vous en consommez d'une manière régulière, ça veut dire que, évidemment, il faut comparer avec le pain bio, complet, et vous ne trouvez pas une goutte de malathion, il n'y a pas la moindre trace de malathion dans celui-là, dans le pain bio.
Et vous avez 20 à 25% de vitamines B1, B2, B6, B12, qui sont des vitamines de notre système nerveux dont nous avons besoin pour penser, pour être actif, pour être adroit avec nos muscles, etc. Donc il n'y a aucun doute que si j'ai à choisir entre du pain issu de biologique complet par rapport à du conventionnel, je laisse tomber le conventionnel, donc je vais chez le boulanger, madame la boulangère, je viens chercher du pain complet bio. Ah, donc, monsieur, madame, je ne connais pas. Très bien, je vais chez le boulanger à côté. Bon. Ça, maintenant, les boulangers commencent à le savoir. Ça se sait, et puis il y a aussi le grand public qui le demande. Alors vous allez me dire, et nous y viendrons, ça coûte cher, comment on peut faire pour réduire les prix? Nous avons des solutions, je vous les donnerai avant la fin de la conférence. Si on regarde maintenant l'huile d'olive de chez nous, eh bien là nous avons observé une véritable tricherie. Qu'est-ce que nous avons observé? Figurez-vous que nous avons des résultats où on nous sort que la vitamine E dans l'huile d'olive conventionnelle, il y en a plus que dans la biologique. Tiens, c'est curieux, nous nous sommes trompés, en faisant les dosages, on ne s'est pas trompé. Le deuxième dosage, il y en avait beaucoup moins. Seulement, il y avait une tricherie, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui mettait dans son huile, qui n'était pas une huile biologique, une huile conventionnelle, il ajoutait, je dirais, je simplifie, à la seringue, une quantité de vitamine E qu'il trouvait chez le pharmacien. Pour ça, il faut savoir une chose, c'est que tous les produits qui sont issus de la pharmacie sont des produits qui ont une biodisponibilité de 50%. Ça veut dire, par exemple, si vous prenez une vitamine E qui vient de chez le pharmacien, il devrait vous la faire payer moins cher, 50% moins cher, puis il y en a 50% qui est foucant et qui ne sert à rien. Bon. Si vous prenez de la vitamine E qui est dans la vraie huile d'olive et dans la bio, parce qu'elle a davantage, ça, c'est une utilisation, ça s'appelle une biodisponibilité à 100%. Et l'huile d'olive est extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce qu'il y a non seulement la vitamine E qui est antioxydante, anti-vieillissement, mais il y a aussi un acide qu'on appelle l'acide oléique, olive-oléique, qui est un transporteur du calcium sur l'os. Ça veut dire que si vous prenez en même temps des amandes, des noisettes, des fruits, des légumes, des légumineuses, nous le verrons, des produits laitiers, nous allons voir bientôt lesquels, eh bien pas de problème, vous allez avoir le calcium qui sera transporté, je simplifie d'une manière chimique, par l'acide oléique sur votre os pour avoir un os de qualité et éviter l'ostéoporose. Maintenant, il est sûr que pour éviter l'ostéoporose, il faut aussi se bouger. Si vous restez enfermé devant la télévision 3h45 par jour, plus 15 minutes, d'après ce qui est dit par nos médias, eh bien, il est sûr que vous pouvez prendre toutes les huiles d'olive, tout le calcium que vous voulez, l'ostéoporose vous donnerez, parce qu'il faut se bouger. D'ailleurs, au passage, je rappelle que c'était le 9 octobre dernier, le quotidien Le Monde titré dans la deuxième partie de sa première page, dans la deuxième partie de sa une, la télé tue, mais il faut bien vivre. C'était le titre exact, la télé tue, mais il faut bien vivre. Et ils expliquaient bien que les publicités qui étaient données à la télé, c'était du pognon, c'était du fric, et que ce n'était pas tellement important la santé des gens, l'important c'était que les gens soient transformés en consommateurs. Voilà. Et que ça c'était l'objectif. Et donc, moi je traduis ici la télé tue, mais il faut bien vivre, je traduis que l'audimat est plus important que la santé des gens. Ce n'est pas du tout mon point de vue dans notre santé. Moi, je suis pour la santé et la vraie. Je suis aussi pour la publicité, une publicité qui soit éthique et pas une publicité qui trompe les gens. Nous avons vu le peste, nous avons le poulet maintenant. Ah, les poulets, c'est passionnant parce que vous avez des poulets qui vont vivre, c'était à ce moment-là, autour de l'an 2000, 42 jours, vous savez, dans les cages qu'on voit à la télévision, ils se bouffent entre eux, tellement ils sont nombreux, et ceux-là, à 42 jours, on leur fait cuire, on les euthanasie, et puis, on les mange, et quand vous les faites cuire, vous les achetez au supermarché, vous faites cuire votre poulet, vous trouvez un pigeon quand c'est pas un royaume, hein, d'accord? Bon. Donc c'est plein de flotte. Ensuite, vous avez d'autres poulets qui sont des poulets à lamelles, rouges, bleus, tout ce que vous voudrez, qui sont conventionnels. Ceux-là, eh bien, ils mangent aussi en cage, mais comme en prison, ils ont des petites sorties. Ils ont la sortie du jeudi, ils ont la sortie du dimanche, ils peuvent aller promener, ils ont des petites graines qui sont quand même de meilleure qualité, et puis demi-tour dans la cage et puis la boucle. Alors ceux-là, quand même, on les sacrifie à 52 ou à 82 jours. Bien. Évidemment, plus tard vous allez le sacrifier, plus vous aurez un poulet qui peut être un petit peu plus fort, surtout si en plus il a eu sa sortie du jeudi et sa sortie du dimanche. Et puis ensuite, vous avez le poulet bio. Alors celui-là, il cavale.
de problème, il est dans la nature, il a des graines bio, il est dans les prairies, tout ça, c'est la vraie nature. Et à 92 jours, on lui fait quick, euthanasie, et là on le mange, et là vous avez ce qu'il faut. Ben. Alors si nous faisons la comparaison, on va comparer le gras par rapport au muscle. Le muscle, on l'appelle, en termes savants, la partie maigre. La partie maigre, c'est le muscle, si vous voulez, puis la partie grasse avec la peau, etc. Évidemment, vous n'allez pas comparer un poulet à 92 et un poulet à 40 jours, ce serait malhonnête. Il faut les comparer tous au même temps, 42, ou bien on fait aller celui de 42 à 92. Et bien là, qu'est-ce que nous observons? Nous observons qu'il y a pratiquement 2 fois plus de maigre, donc de viande, dans le poulet bio par rapport au poulet conventionnel. Ce qui est logique, puisqu'il se bouge. Il ne se bouge pas simplement en cage, mais il se bouge, il sort. En plus, on trouve qu'il y a de meilleurs acides gras, il y a de meilleurs acides aminés, et je rappelle que les acides aminés, ils sont indispensables pour que nous fassions nos protéines musculaires, pour que nous fassions les protéines du fonctionnement de notre corps. Et puis, il y a aussi les acides gras, et ces acides gras, nous allons le voir dans quelques instants, sont indispensables au fonctionnement du cerveau. On les appelle les acides oméga 3, et ces oméga 3, vous n'avez pas besoin d'aller chez le pharmacien, vous les avez dans votre alimentation, mais nous allons voir bientôt laquelle. Alors ensuite, si nous regardons le vin issu des raisins biologiques, parce qu'il n'y a pas de vin bio, on dit vin bio, c'est pas tout à fait clair, c'est un vin issu de raisins biologiques. Ce sont des vins qui, d'une manière générale, ont peu de sulfite. Il y a toujours des sulfites, mais pas de sulfite ajouté. Ce qui veut dire que vous avez un vin avec peu de sulfite, donc vous n'aurez pas de brûlure. Vous aurez un vin qui aura toute sa partie alcool, toute sa partie polyphénol, toute sa partie resveratrol, qui sont des antioxydants extrêmement utiles pour notre corps, mais vous avez peu de sulfite, donc pas de brûlure. Ce qui fait qu'il y a une meilleure acceptation par la population, mais là encore, évidemment, ça coûte plus cher, parce que le rendement à l'hectare est moindre, et parce que, évidemment, il faut parfois aller ramasser les raisins, non pas avec la machine, mais à la main, etc. Vous voyez tout ce que ça peut représenter. Alors, si je fais le bilan, on ne va pas passer tout en revue, parce que j'aurais pu vous présenter un diaporama, le bilan complet, si vous voulez, c'est que les aliments issus de la biologique, c'est au fond, le résultat, c'est le maillot jaune sans dopage. C'est ce que je veux dire, sans dopage. Hein. Ça veut dire que vous avez pratiquement toujours 20 à 25% de plus d'éléments positifs pour la santé, et vous n'avez pas, dans le bio, de produits toxiques. Hein, le malathion était présent dans le pain conventionnel. Nous avions trouvé des dioxines dans les œufs conventionnels, mais pas dans les œufs bio. Vous voyez, toutes ces choses-là sont importantes, ce qui veut dire que l'orientation doit pouvoir se faire vers le bio parce qu'il y a davantage de produits pour la santé. Bien. Mais il est sûr que vous avez des produits qui sont produits que vous allez faire cuire et puis d'autres que vous n'allez pas faire cuire. Vous n'allez pas faire cuire un brugnon, vous n'allez pas faire cuire une pêche, vous n'allez pas faire cuire des fruits. Bon. Par contre, vous ferez cuire des légumineuses, nous allons le voir. Donc ça veut dire qu'il y a des aliments que nous allons manger frais. Je n'aime pas le mot cru parce qu'on a dit que j'étais crudivoriste. Je ne suis pas crudivoriste. Je suis pour manger des choses fraîches. Si vous mangez par exemple une compote, eh bien votre compote, vous avez 0 vitamine dedans, sauf s'il est ajouté. À ce moment-là, 50% ne sert à rien. Cette vitamine C, elle est éliminée en urine. Et biodisponibilité, la moitié. Donc la compote, je la prescris la veille du départ en au-delà. La veille du départ en au-delà. Et nous allons voir, là, en général, on s'en souvient. Docteur, je mange des fruits, je mange tous les jours une petite compote. Vous pouvez la laisser. Surtout qu'avant, il y avait des petits pots. On les donnait pour les petits, les petits-enfants. Et puis quand on a vu que les mamans avaient compris la situation et qu'elles ne les donnaient plus à leurs enfants, on les a mis aux personnes âgées dans les maisons de retraite pour les rajeunir. Ça, c'est l'Alzheimer assuré. Je vous aiderai pour l'Alzheimer également. Donc, vous voyez, ça, ce sont des choses qui sont extrêmement intéressantes. Il faut manger le fruit frais, de saison, si possible bio. Et là, vous avez le meilleur sucre. Ce meilleur sucre s'appelle le fructose. Attention, ce n'est pas le fructose en poudre que vous allez acheter au magasin bio et qui est dangereux. Celui-là que vous laissez. C'est le fructose dans le fruit frais. Quel qu'il soit, le kiwi, la pomme, la poire, la banane, le fruit de saison, le fructose, parfois les gosses à l'école, ils appellent ça le fruit biose. Et j'en mets 10 sur 10. Parce qu'il a entendu fruit biose, il a entendu le ose à la fin. Et oui, ce sucre est indispensable pour notre système nerveux central. Vous voulez avoir de la mémoire,
vous voulez avoir du travail, de la concentration cérébrale, eh bien, il faut du bon sucre. Et par exemple, nous avons lancé le concept de un fruit frais à chaque récré dans les écoles primaires, tout simplement pour que les enfants aient un fruit, plutôt qu'une barre chocolatée, plutôt qu'une espèce de viennoiserie qui fait monter le taux de sucre dans le sang rapidement, et qui fait que les maîtresses vous disent au bout de 20 minutes, ils sont infernaux. On ne les tient plus. Pourquoi? Parce qu'il faut une petite hyperglycémie, parce que suite à l'hyperglycémie, il faut une petite hypoglycémie, et à ce moment-là, ils sont hypoglycémiques. Quand vous êtes hypoglycémique, vous êtes énervé, vous n'écoutez pas, vous n'avez pas de mémoire, bref, les maîtresses n'arrivent pas à les tenir. Par contre, vous leur donnez un fruit à la récré, pas de problème, ils tiennent modérément. Et la maîtresse prend son fruit aussi, elle les supporte parfaitement. Donc il y a une bonne différence entre cette récré fruitée. Et savez-vous que nous avons obtenu à la famille de France plusieurs choses, en particulier que l'Europe a mis sur la table 12 millions d'euros. 12 millions d'euros, et ça le gouvernement s'en est pas trop vanté, ces 12 millions d'euros sont destinés à mettre des fruits dans les écoles. Mais si par exemple, à Dalzon, on met des fruits à l'école de Dalzon, on vous dira d'abord, c'est une école qui est libre, elle fait ce qu'elle veut, c'est pas une école publique, c'est normalement destiné à une école publique. Bien. Mais si vous donnez par exemple des fruits frais à la récré aux enfants de l'école publique, on va dire que ça coûte, admettons, 100 euros. Eh bien, vous envoyez votre facture de 100 euros au ministère, et le ministère vous en rembourse la moitié. C'est-à-dire, il prend en charge 50 euros sur les 100 ou 500 sur les 1000. Il m'est arrivé d'aller à la mairie de Narbonne, c'était il y a maintenant, je ne sais pas, 7 ou 8 ans, et le maire m'avait demandé de présenter devant le conseil municipal le concept des récrés fruités. Alors, je présente le concept, un petit diaporama, tout ça, les preuves scientifiques, puis il fait faire un tour de table à tous les conseillers municipaux, 100% d'accord, pas de problème. Donc, j'étais très content. Et puis, je dis, monsieur le maire, vous allez donc donner des fruits faits à la récré à toutes les écoles dont vous êtes le patron, l'école primaire de la ville de Narbonne. Il dit, oui, bien sûr. Je dis, oui, d'accord, et les autres écoles, lesquelles? Les autres qui ne sont pas sous votre tutelle d'école libre. Ah, il dit, ils ne sont pas sous ma tutelle. Je dis, mais d'accord, mais ils votent pour vous, les papas et les mamans qui sont aussi à l'école. Alors, on a fait un deuxième tour de table. Au deuxième tour de table, 100% des conseillers municipaux ont été d'accord et il y a eu tous les fruits qui ont été mis à la récré, à la fois sur les écoles publiques et sur les écoles privées. Dès que vous utilisez le mot discrimination, vous savez, en politique, il tend l'oreille et il y a rien qui se passe. Bon. Donc il faut savoir aussi pousser les choses dans le bon sens parce que c'est la santé des gens, c'est la santé des familles. Et on s'est rendu compte que l'enfant, revenant à la maison, il dit à son père, il dit à sa mère, maman, il faut prendre son temps pour manger, il faut mastiquer les fruits, parce que la mastication, c'est absolument fondamental. Et d'ailleurs, ça c'est un sujet essentiel. Quand vous allez au McDo, vous allez remarquer qu'au McDo, vous avez du pain de mie, surtout pas fatigué au râteau. Bon. Puis vous avez la viande hachée, elle a été mâchée par quelqu'un d'autre avant de vous ça. Je ne vous dis pas, en général les gens retiennent. Bon. Donc il faut mastiquer. Nous avons 32 ratones, elles sont faites pour mastiquer, d'autant plus que nous avons des glandes salivaires. Alors, il y a encore quelques jours, j'étais en salle d'opération et régulièrement, je pose des questions quand on a des nouveaux internes ou externes qui arrivent. Alors, l'opération s'était bien passée, puis je dis à mon jeune interne, je dis, moi, combien tu as de glandes salivaires, toi? Là, il me regarde, à travers son masque, il dit beaucoup. Je dis, oui, mais combien tu en as? Tu t'en souviens un petit peu de l'anatomie de la première année? Il me dit, de chaque côté. Bon. Alors, bon, de chaque côté, beaucoup. Il n'arrivait pas, puis il me dit 4. Je dis, non, tu serais coulé en première année? On en a 6. Nous avons 2 parotides de chaque côté, 2 sous-maxillaires et 2 sous-glandoirs. Et ces glandes salivaires, si nous mastiquons bien, nous fabriquons 1 litre de salive par jour. Mais si vous mastiquez pas bien, vous fabriquez que la moitié. Et si vous fabriquez que la moitié, soyez pas étonnés d'avoir du ballonnement. Alors ça ballonne par le haut, par le bas, c'est un peu tarade assuré, vous voyez ce que je veux dire. On vous suit à la trace, tout simplement parce que vous ne mastiquez pas. Et qu'est-ce qu'on ne mastique pas en plus de la viande pré-mâchée pour quelqu'un d'autre? Ça vous souviendrez. Il y a aussi les yayas. Les yayas, les yaourts. Qui c'est qui mastique un yaourt? Personne. Je suis à fond pour le yaourt la veille, je les pars dans l'au-delà la veille. Ou alors, chez les patients qui ont été opérés, qui sont fatigués, qui sont dans des suites opératoires où il faut remonter la pente. Pourquoi? Parce que c'est une aberration nutritionnelle
dans lequel on vous dit il y a des ferments lactiques dont vous n'avez pas besoin si vous mangez des fruits que vous mastiquez en prenant même la peau du fruit. Nous allons voir comment faire si c'est un fruit qui n'est pas bio. Donc vous avez au fond, en utilisant les produits lactés comme le lait, zéro mastication, et si ça a zéro mastication, une insuffisance de salive. Donc pour moi, le yaourt est beau pour les malades, est beau pour les soins palliatifs, vous voyez, fin de vie. Et pour vous donner un exemple, j'étais, il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an et demi ou 2 ans, une jeune femme très mignonne de chez Danone est venue me voir. Elle me dit, viens vous présenter, monsieur le docteur, elle me passe la brosse, le dernier yaourt pour la santé, quelque chose d'extraordinaire, vous allez voir. Je dis, vous avez les preuves, bien sûr. Elle ouvre son ordinateur, elle me montre un diaporama d'une vingtaine de diapos fantastiques. Bon, elle a avec des courbes, vous savez, des courbes qui vous montrent qu'il y a une statistique, qui montre que c'est mieux, etc. Un peu comme la photo du chauve, on lui met une perruque et puis on vous dit, vous voyez, ça a poussé en arrosant tous les jours, quoi. Et alors, elle me montre ça, un diaporama, moi j'avais vu ce qu'on appelle les biais, hein, les petites choses qui sont présentées pour faire plaisir. Et puis je lui dis, bon, ben alors qu'est-ce que je vais dire, moi, à tous mes patients, à toute ma famille? Elle me dit, mais vous allez leur dire que, en prenant ça, ils ont la peau douce assurée. Alors je lui dis, là. Elle me dit, la tête aux pieds. Alors, je me suis dit, je vais dire ça à ma femme, mes enfants, toute la famille, tous mes amis, on va avoir tous la peau douce, la tête aux pieds. J'ai dit, mais combien faut-il en prendre? Elle me regarde très sérieusement, elle me dit, docteur, au moins 4 par jour. Petit déjeuner, repas midi, repas du soir, avant d'aller au dodo, c'est encore mieux. J'ai dit, mais pendant combien de temps? Elle me dit, 70 jours sans s'arrêter. Alors 4 fois 7, 28, ça fait 280 yaya. Je me suis dit, bon, je vais me taper 280 yaya, j'ai la peau douce assurée, ma femme aussi, bon. Et je dis, mais si je m'arrête? Elle me regarde comme si elle était en deuil. Elle me dit, vous allez flétrir. Alors, je me suis occupé de ce yaourt. Je me suis permis, en tant que président de France et spécialisé dans le domaine de la nutrition, d'écrire à Danone en leur disant, arrêtez de foutre du monde. Ça a duré 2 mois. Vous avez dû le voir passer, ce yaourt. Ça s'appelait Essence. Et en plus, ils avaient dû téléphoner à la maison pour savoir quel goût j'aimais. J'aime beaucoup la fraise. Alors, elle m'avait amené à goûter un yaourt à la fraise. Délicieux, bien sûr. Bon. Mais ceci pour bien vous faire comprendre une chose, c'est que la mastication est un point capital de notre digestion. La digestion ne commence pas dans l'estomac, là, dans la bouche. Donc, prendre son temps, bien mastiquer les aliments, et en plus, nous avons un palais. Vous savez qu'en Angleterre, ils ont un palais avec une reine. Et je ne sais pas si vous avez mangé en Angleterre, mais c'est quelque chose d'inouï. Pareil aux États-Unis, ils n'ont pas de palais, ces gens-là. Or, nous avons des papilles. Et ces papilles, elles sont là pour nous donner le goût d'un fruit, d'un bon vin, d'un bon poisson, d'une bonne viande, etc., d'un bon fromage, dans la mesure où nous le mastiquons, d'autant plus que la salive que nous allons fabriquer, cette salive, elle contient des enzymes, qui sont des enzymes qui ont été découvertes récemment, certains d'entre eux, du goût. Des enzymes du goût. Ça veut dire que si vous ne mastiquez pas, vous avez un truc bon, ben, vous ne percevez rien, quel dommage. Or, la saveur d'un aliment est quelque chose d'absolument essentiel, d'autant plus que la saveur peut vous rassasier. Car nous allons voir, quand vous allez prendre un fromage de chèvre ou de brebis, ça a du goût. Une vache qui pleure ou qui rigole, un fromage blanc, en dehors de le retrouver dans les fesses, il n'y a que là que vous allez le retrouver. Alors quand j'ai une nouvelle infirmière qui arrive, la surveillante vient toujours me présenter. Alors elles sont un peu averties, et elle dit, fais gaffe, il va te dire à tous les coups ça. Alors je regarde ma nouvelle infirmière, et puis je fais un regard enveloppant. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis, mademoiselle, vous aimez beaucoup le Nutella. Alors en général, elle rougit, et puis je lui dis, je vais vous donner la formule du Nutella pour que vous puissiez la fabriquer vous-même, ça vous coûtera moins cher. Alors vous avez du sucre, du chocolat, des cacahuètes, du beurre, machin, tout ça, et à la fin, vous mettez du carbamide. Ah oui, c'est quoi? Ben, le carbamide, c'est de l'urée. Vous faites pipi dessus et vous aurez l'urée sur votre chocolat. Ça, c'est le Nutella. On se moque de nous. C'est peut-être important à retenir. Si vous avez une seule chose à retenir ce soir, vous allez en dire d'autres. C'est que tout ce que la télé vous dit, c'est ce qu'il ne faut pas acheter. Déjà, vous savez, Activia, Actimère, tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, vous n'allez pas faire, d'autant plus
Et là, vous allez bien comprendre la chose. C'est que dans les produits laitiers, vous avez la vache, la chèvre, la brebis, la jument, et puis, sans faire de comparaison avec l'idéal de l'idéal, c'est quand même le lait de la maman pour son bébé. Et sachez bien une chose, c'est que dans le lait de la maman pour son bébé, l'Organisation mondiale de la santé dit minimum, idéal, 6 mois. Et là-dessus, je me bats au niveau gouvernemental avec les ministres successifs pour leur faire comprendre qu'une maman qui fait le choix de l'allaitement maternel, elle fait un choix de santé publique, à la fois pour elle-même, c'est quand même mère, mais aussi pour l'enfant qui n'a pas besoin d'être vacciné, qui ne tombera pas malade, et tout ce que ça représente. Et ça, c'est un point absolument capital. Pourquoi? Parce que dans le lait de la maman, il y a du calcium suffisamment pour cet enfant. Dans le lait de la vache, il y a du calcium pour son gros. 3 fois plus. Alors on vous dit formidable, il y a beaucoup de calcium dans le lait de la vache. Mais vous n'en avez pas besoin. Vous avez besoin du calcium, un tiers du calcium du lait de la vache. Ça veut dire que quand on va acheter du lait de la vache, on va dire, écoutez, moi j'ai besoin que d'un tiers, donc je vous paye qu'un tiers. Parce que les 2 autres tiers, ça va foutre dans les déchets. Et comme ça va dans les déchets, ben, ça va être un irritant du tube digestif. Trop de calcium est dangereux. Soit pour le tube digestif, soit parce que ça va être absorbé par l'intestin et ça va aller sur les articulations, vous allez voir arthrose, complications articulaires, douleurs. Mais restons maintenant sur ces différents produits laitiers. Vous avez dans le lait ce qu'on appelle des facteurs de croissance. Ces facteurs de croissance sont très importants. Vous entendez facteurs de croissance, c'est-à-dire des choses qui aident à la croissance. Un enfant qui vient de naître en une année, il prend 5 kilos. Un veau qui vient de naître en une année, il prend 1 kilo par jour. 350 à 360 kilos dans l'année. Bien. Avec le lait de sa mère, avec la prairie, etc. Et d'ailleurs, vous n'avez jamais vu une vache morduée, ou alors on m'appelait là une maladie d'Alzheimer, c'est la morduée. Donc par contre, nous sommes les seuls mammifères adultes à avoir du lait, complètement incohérent. Ce que nous devrions, c'est mastiquer effectivement du produit laitier, nous allons voir lequel, en fonction de la quantité de calcium et surtout des facteurs de croissance. Car ces facteurs de croissance, on les connaît parfaitement. Dans le lait de la maman, il y en a 7. Ces 7 facteurs de croissance sont des facteurs dits neurotrophiques. Neurotrophiques, ça veut dire qui ont un rôle pour la nutrition et la formation du système nerveux central. Là-haut, cerveau, cervelet, mais aussi tout le système nerveux central de la moelle épinière. Donc, la formation de ce système va dépendre, chez l'enfant qui se construit, des facteurs de croissance au nombre de 7 dans le lait de la maman pour son bébé. Bien. Et d'ailleurs, on sait qu'une maman qui allait son bébé, à l'âge de 5 ans, le QI de l'enfant a des points supérieurs par rapport au QI d'un enfant qui n'a pas le quotient intellectuel, qui n'a pas des qualités personnelles. Ça se rattrape après. Mais c'est dommage de ne pas le faire savoir. Et évidemment, ce n'est pas ceux qui font les laits maternisés qui vont vous le dire. Les laits maternisés, ils cherchent à ce que vous achetiez du lait maternisé et que vous n'utilisiez pas le lait maternel. Alors si je regarde maintenant le lait de la vache, le lait de la brebis, le lait de la chèvre, il y a des facteurs de croissance, il n'y en a pas 7, il n'y en a que 3. Ces 3 facteurs de croissance, ils sont à des doses différentes chez la vache, chez la chèvre et chez la brebis. Parce que l'un est un petit animal, la chèvre plus petit que nous, la brebis plus petit que nous, et le veau, bon, vous le savez. Ces 3 facteurs de croissance, l'un s'appelle transforming growth factor, ça veut dire en anglais facteur de croissance qui transforme les muscles, les articulations du veau, pour en faire du solide, normal. Le deuxième s'appelle l'épidermal growth factor, le facteur de croissance de l'épiderme, c'est-à-dire de la peau, pour construire, je dirais, toute l'enveloppe de l'animal. Et puis le troisième s'appelle insuline growth factor, vous entendez insuline, c'est pancréas, c'est diabète, etc. C'est l'intérieur de l'animal au niveau du tube digestif, etc. Or, c'est un animal dont le poids est très important. Ces facteurs de croissance, autrefois, ils n'étaient pas dans nos produits laitiers. Pourquoi? Parce que nos mamans, elles faisaient bouillir le lait. Et quand on faisait bouillir le lait, eh bien, il y avait, souvenez-vous, il y avait la couche épaisse sur le lait qui était
une couche dont on faisait des gâteaux, de la crème, etc., mais qui étaient les facteurs de croissance dont les formules chimiques étaient explosées. On disait qu'il y avait, en termes physiques, flocculation. C'est-à-dire que la formule chimique, si je simplifie, elle est cassée, n'est plus active. Donc, le facteur de croissance que nous prenions quand nous étions gosses, en buvant du lait, en prenant du fromage, du yaourt, on n'en prenait pas. Et aujourd'hui, on en consomme. Pourquoi? Parce que le lait, il est conservé par l'industrie des produits laitiers à ultra haute température, ça veut dire 130 à 140 degrés, 3 à 4 secondes. Pourquoi pas plus longtemps? Tout simplement parce que si vous faites chauffer plus longtemps, à 140 degrés, le lactose, le sucre du lait devient du caramel. Quand on faisait bouillir le lait, on faisait bouillir le lait sur plusieurs minutes. C'était pas, je te le mets au micro-ondes et ça y est, c'est prêt. Non, plusieurs minutes. Et on le voyait monter, on mettait un anti-ceci, un anti-cela. Donc c'était très différent. Aujourd'hui, pour des raisons de simplification industrielle, on fait le lait à ultra haute température. On détruit les germes, ça c'est certain, mais on ne détruit pas les facteurs de croissance. Or, nous, en cancérologie, nous les connaissons bien, ces facteurs. Pourquoi? Parce que figurez-vous que les nouveaux traitements du cancer, ce sont les anti-facteurs de croissance. Vous savez qu'il y a en cancérologie ce qu'on appelle la chimiothérapie. Et les dames, les messieurs vous disent, mais docteur, vous me soignez en chimiothérapie, vous me faites tomber les cheveux, mais je n'ai pas un cancer sur le cuir chevelu. Pourquoi vous me faites tomber les cheveux? Pourquoi vous me faites tomber les globules blancs? Je n'ai pas un cancer sur les globules blancs, je n'ai pas une leucémie, j'ai le cancer à tel ou tel endroit du corps. Tout simplement, parce qu'on utilise des produits qui sont dits antimitotiques, c'est-à-dire contre la multiplication des cellules, et qu'avec la chimiothérapie, toute cellule qui se multiplie prend un coup derrière la tête et n'arrive pas à se multiplier, elle meurt. Cellule cancéreuse ou cellule normale. Et c'est pour cette raison qu'on suit de très près le taux des globules blancs, parce que quand le taux des globules blancs baisse, eh bien, votre immunité, vos défenses immunitaires baissent, et vous risquez à ce moment-là d'attraper un germe de l'hôpital, de la maison, et d'avoir un état septicémique qui peut mettre la vie en danger. Alors, les nouveaux traitements du cancer, on les appelle des thérapies ciblées. Et qu'est-ce que c'est qu'une thérapie ciblée? C'est un antifacteur de croissance qui empêche la croissance de la tumeur elle-même, mais pas d'un autre élément, puisqu'il n'y a pas de croissance ailleurs. Ça veut dire, par exemple, il m'est arrivé d'opérer un journaliste de la région parisienne qui avait une tumeur à peu près grosse comme presque un pamplemousse dans son estomac, et on lui proposait à l'issue de lui enlever tout l'estomac. Je dis, monsieur, non, moi je vais vous enlever la tumeur et une partie de votre estomac, j'ai pu enlever un quart de l'estomac, et ensuite vous allez avoir des antifacteurs de croissance pour qu'il n'y ait pas de récidive à l'avenir, cet homme va guérir. Quand on n'avait pas les antifacteurs de croissance, ces gens vivaient 1 an et demi ou 2 ans. Ces antifacteurs de croissance sont encore, on les appelle des anti-angiogéniques. Et ce sont les formules chimiques des facteurs de croissance qu'il y a dans mon alimentation, mais dont la formule chimique est inversée, je simplifie, pour qu'il ne soit pas actif, et même pour qu'il rende inactif le facteur de croissance. Seulement, on va vous dire, manger les produits laitiers avec des facteurs de croissance et prenez un traitement anti-cancer en même temps, ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'il faut aller aujourd'hui vers des petits animaux, chèvres et brebis, et nous avons dans votre département, en ordre-position, dans le cas en particulier, tout ce qu'il faut. Vous savez, les fromages de chèvre des Cévennes, vous avez les fromages de brebis dans les Cévennes comme vous en avez en Aveyron, etc. Excellent, d'autant plus qu'ils ont du goût. Et vous êtes rassasiés par le goût. Vous n'allez pas tartiner le roquefort, non. Vous allez prendre une tonne de brebis, méfiez-vous des bûches de chèvre où on vous met pure chèvre et c'est souvent faux. Sauf si vous connaissez le producteur. Vous avez 20 à 25% de lait de vache dans les bûches dites de chèvre. Faites très attention à cela. Sauf si, encore une fois, le producteur vous dit, moi c'est moi qui le fais, tu peux être sûr. Et à ce moment-là, vous vous rendrez compte que vous bûchonnerez moins, bûcheronnez. Parce que quand ça a peu de goût, on a tendance à en prendre un peu plus. Alors que quand ça a du goût, si en plus vous associez un bon vin des Costières du Gard, un bon vin de chez nous, du rouge, et que vous utilisez vos papilles et que vous avez bien mastiqué votre fromage, eh bien, vous vous régalez et vous n'avez pas le surpoids et les dangers que ça représente. Alors, voyez-vous, il y a en France un organisme
qui s'appelait l'AFSA, Agence française de sécurité des aliments. Cette agence a transformé son nom et s'appelle ANSES, Agence nationale de sécurité de l'environnement et de la santé et pour la santé. Eh bien, j'ai saisi, au nom des familles de France que je représente, j'ai saisi, c'était en juillet 2010, j'ai été convoqué au ministère, pour une saisie pour connaître les taux des facteurs de croissance dans tous les produits laitiers, de façon à ce que je puisse le dire en campagne. Parce que j'en connais certains. Vous allez extraire une vache, vous prenez le lait qui vient de sortir dans l'élément de réception, vous allez doser un facteur de croissance qui ne coûte pas trop cher à doser, qui s'appelle TGF-bêta, transformé en facteur bêta, parce qu'alpha-bêta, c'est toutes des familles, et vous trouvez 9000 picogrammes. Très bien. Vous faites bouillir 300. Ça veut dire que de 9000, vous en avez fait disparaître, je dirais 9000 moins 300. Bien. Vous passez à une ultra haute température. De 9000, vous passez à 5000, parfois 8. Vous consommez cette allumée. Donc je demande, alors c'était au mois de juillet 2010, la saisine est acceptée. Vous savez, les saisines parfois sont refusées. Si on considère que votre saisine c'est pipeau, on vous envoie sur les roses. C'est accepté. Bon, je dis j'aurai les résultats quand? On me dit vous aurez les résultats en mars 2011. En janvier 2011, il y a un peu plus d'une année, on m'appelle pour me dire que c'est difficile, que vous aurez les résultats pas avant le mois de la fin de l'année, en décembre. Donc pour Noël. Enfin, non, pas Noël, mais peut-être un peu après. Non. Ça veut dire janvier, je dis, 2012, n'est-ce pas? Janvier 2012. Alors, on rappelle, vous les avez en mars. Nous sommes en mars. Alors, j'ai reçu une convocation pour aller à l'ANSES entre le 13, je crois, et le 14 avril. Donc, normalement, je vais avoir les résultats. On tarde de les avoir. Ce que je crains, c'est qu'ils vont me dire qu'ils ont fait une bibliographie que je leur ai donnée d'ailleurs, parce que la bibliographie, moi je l'avais, je dis tu les as, la bibliographie. Moi, ce que je veux, c'est des chiffres. Les gens, ils veulent des chiffres. Ils veulent 5000, 6000, 8000, etc. Dans quel aliment il y en a le moins, parce que c'est celui-là par lequel je peux tourner. Alors, évidemment, ça va coûter cher, mais pas au consommateur, je ne veux pas. Je veux que ça coûte au lobbying, c'est-à-dire le lobby des produits laitiers, c'est-à-dire à me dire, là, il y a des facteurs de croissance, et là, il n'y en a pas parce que je les ai supprimés. On sait parfaitement comment les supprimer. On sait parfaitement. Quand nous sommes en vacances dans les Pyrénées, du côté de Font-Romeu, Formilière, etc., qu'on a le vacher à côté, on va chez le vacher, on va faire la vache avec les enfants, les petits-enfants, puis on veut bouillonner comme autrefois. Un, ça a du goût, et deux, il y a pas de facteur de croissance. Mais la différence est très importante. Alors, il y a un autre élément qu'il faut savoir. J'ai parlé du pain tout à l'heure, du pain complet par rapport au pain bio par rapport au non bio. Le point important sur le pain, il est vraiment essentiel à savoir. En effet, souvenez-vous que lorsque nous étions enfants, à 11h30, midi, on nous disait « Petit, va chercher le pain chez le boulanger ». Bien. Alors on allait chercher le pain, on était tout content parce qu'au retour, on en mangeait un morceau, et puis il était chaud, il était croustillant, et on s'amusait à mettre les doigts, les trous dans les trous du pain. On y mettait l'index ou n'importe quel doigt. Aujourd'hui, vous m'appelez si vous mettez un doigt dans le pain. Vous n'y arriverez pas, vous mettrez à peine le dos d'une aiguille. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui avec des pains industriels, ça je ne suis pas contre, seulement vous avez énormément de gluten là-dedans et très peu de vin. C'est ça le problème. Ce pain n'est pas aéré parce qu'il n'y a pas assez de vin. Donc le fait qu'il y ait beaucoup de gluten fait que notre intestin, notre tube digestif, peut créer des allergies par rapport au gluten. Or ces allergies, c'est quoi? C'est ce qui va rendre mon intestin poreux. Qu'est-ce que c'est que la porosité? Si j'ai un imperméable qui est un peu poreux, il pleut, bah, je vais le sentir parce que je vais me mouiller. Si j'ai un intestin qui est poreux, on demande à mon intestin de laisser passer des bonnes molécules. Admettons que ça, c'est une molécule de bon sucre qui vient d'un fruit. Celle-ci, elle passe de l'intestin qui est là, dans mon sang qui est ici. Mais si le sucre passe, ça c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas que le facteur de croissance, admettons que c'est ça, il passe. Normalement, il ne passe pas. Mais si vous avez une porosité intestinale, il va passer. Le calcium, il va passer, alors il ne faut pas qu'il passe. Normalement, le calcium, on va le retrouver dans les déchets. Mais s'il passe, 1, vous allez le retrouver dans les urines et vous risquez d'avoir une lithiase urinaire. 2, vous risquez de le retrouver sur vos articulations. Vous risquez de le retrouver sur votre muscle, sur vos tendons. J'ai mal au dos, j'ai mal aux hanches, j'ai mal aux épaules. Alors mes collègues orthopédistes, ils me disent, mais ferme-la. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons des prothèses de hanches, de genoux, d'épaules. Et vous
vous donner un exemple très concret, j'ai l'un de mes frères qui avait pas mal d'arthrose au niveau de ses hanches et qui en souffrait, et il est venu se faire opérer, d'ailleurs par un de mes collègues de Nîmes, au franciscain, et je suis allé le visiter après l'opération, et il m'a dit, tu sais, les chirurgiens, vous êtes emmerdants, quand même ça fait mal, votre truc, puis quand je pense que dans 6 mois, il me dit, dans 6 mois, il faut que je fasse l'autre hanche. Je lui dis, mais tu as vraiment envie de te faire opérer de l'autre côté? Non. Ben, je lui dis, c'est pas compliqué. Il me dit, qu'est-ce qui est pas compliqué? Il me dit, tu peux me l'éviter? Je lui dis, mais bien sûr, je peux te l'éviter. Mais comment tu peux me l'éviter? Ben, c'est très simple, il faut que ta femme écoute la mienne. Il faut que ta femme écoute la mienne. Ça veut dire qu'il faut que ta femme demande à la mienne comment il faut que tu t'alimentes. Arrête de manger des produits laitiers. Méfie-toi du pain. Tu fous en l'air le beurre, tu fous en l'air le yaourt, le fromage, la crème glacée, la crème brûlée, la béchamel. Tu restes au chat à la première. Ah, ça va, j'ai un enfant. Ça fait 7 ou 8 ans. Son autre hanche n'a pas été opérée. Il a toujours la même arthrose. La différence, c'est qu'il n'y a pas la douleur. Parce que ce qui vous pousse à le faire opérer, c'est que vous avez certes l'arthrose, mais surtout que ça fait mal. Vous ne pouvez pas marcher, vous êtes gêné. Et c'est assez amusant parce que comme je raconte cette petite histoire en conférence, j'ai beaucoup d'hommes et de dames qui me disent, donnez-moi le conseil parce que votre frère, vous avez dit qu'il ne s'était pas fait opérer, moi non plus, ils m'ont fait un genou, je ne veux pas faire l'autre. Bon, eh bien ça marche. Ça marche tout simplement parce qu'il faut arrêter les produits laitiers. J'étais encore ce matin à Paris et une de nos assistantes, tu vois qui c'est, Delphine Borne, qui me dit, Monsieur Joyeux, je vais vous dire quelque chose, figurez-vous que le papa de mon ami, eh bien, il avait des douleurs au dos, et alors mon ami vous avez entendu en conférence, et il est arrivé à convaincre son père, tu arrêtes pendant 15 jours de prendre une seule goutte de produits laitiers. Plus de douleur. Douleur disparaît. Et ça, c'est très intéressant et ça correspond à ce qu'a dit, c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est l'un de mes collègues montpelliérains qui s'appelle le docteur Jean Seignalé. Il a écrit un livre remarquable que j'ai préfacé à l'époque dans les années 92 et que nous allons rééditer et qui va s'appeler Alimentation première médecine. Ce livre s'appelle encore Alimentation troisième médecine. Nous n'avions pas osé dire première médecine parce qu'on s'est dit nos collègues ils vont nous tuer. Bon. Mais maintenant c'est démontré, maintenant tout le monde le sait. Et les maladies de civilisation que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas simplement le cancer que nous voyons. L'Académie de médecine a dit récemment encore que la moitié des cancers étaient liés à de mauvaises habitudes alimentaires. Mais il y a aussi d'autres maladies. Savez-vous que le diabète en France, le diabète induit par la nutrition, coûte 10 milliards d'euros par an en France? 10 milliards. Savez-vous que l'obésité ou le surpoids coûte 10 milliards d'euros en France? Savez-vous que le cancer coûte 14 milliards d'euros en France? Tout ça pourrait être réduit, pas du jour au lendemain, mais par une information du grand public. Et cette information, elle passe par les médias numéro 1, que sont la télévision et les radios. Et nous demandons depuis plus d'une dizaine d'années au pouvoir public. Alors nous avons vu tous les pimpins qui sont pour les ministres, Raffarin, Villepin, enfin, tous ces vous disent que vous êtes génial, mais il y en a plein qui bougent. Nous demandons à ce qu'il y ait régulièrement, tout simplement, un temps à la télévision, après les nouvelles de 20h30, parce que Darty, on n'en a rien à foutre, mais que là, il y ait un temps. Alors c'est pas moi qui l'ai passé, nous allons faire passer. Vous vous souvenez du mime Marceau? Le mime Marceau, il ne parlait pas, mais il était grimé, et avec ses yeux, ses oreilles, son nez, ses joues, ses bras, ses mains, on comprenait tout ce qu'il disait. Eh bien, nous souhaiterions justement, nous avons commencé à trouver une jeune femme qui est une élève du mime Marceau, qui nous a fait quelques présentations assez remarquables, et je pense que ce qu'il faudrait, en 1 minute, on peut faire passer un message fabuleux. Je vais vous donner un exemple. Dans nos centres anticancéreux, nous opérons à peu près 2 à 3 malades de cancer du testicule par mois. 2 par mois. 2 à 3. Nous en guérissons 70%. Ça veut dire qu'à 30%, on ne va pas guérir. Mais tous ces jeunes, parce que ce sont des jeunes entre, disons, 18 et 35 ans, tous ces jeunes-là, si on leur avait appris à l'âge de 5 ans à vérifier qu'il y a au niveau des bouboules en bas, des bourses, les 2 testicules en place, qu'on n'appelle pas les cacahuètes, les coucougnettes ou je ne sais quoi, si on leur avait appris à découvrir cela, eh bien, on n'aurait pas ce type de cancer. Oui. Alors quand je fais ça dans les écoles et que j'apprends ça aux enfants, ils commencent à se toucher, non, seulement pas tout de suite. Ce soir, sous la douche. Et ça me rappelle une petite histoire merveilleuse qui est très significative.
C'était il y a 2 ou 3 ans pendant l'été. Nous étions avec des amis, on était dehors, on discutait, c'était sympa, il faisait beau, on comptait les étoiles, et chacun des pères et mères de famille racontait un peu ce qu'ils faisaient dans la vie. C'était passionnant. Bon. Et puis moi, je raconte une histoire sur justement la prévention du cancer du testicule en disant, ben voilà ce qu'il faudrait faire passer comme message. Il y avait un enfant qui était caché, et les enfants, vous savez, ils écoutent les adultes beaucoup plus que parfois les adultes nous écoutent entre eux. Bon. Et voilà que le lendemain, au petit déjeuner, le petit Martin, 11 ans, 12 ans, il vient me voir, et il me dit, tu es docteur? Je dis oui. Je peux te parler comme un docteur? On m'avait jamais posé cette question comme ça. Je peux te parler comme un docteur? J'ai bien sûr, qu'est-ce que tu as, Martin? Il me dit, hier j'étais caché sous l'escalier, là, quand vous avez parlé, puis j'ai entendu que tu as parlé des testicules. Non, des testicules. Et alors, il me dit, je me suis touché hier, et il me dit, j'en ai qu'un. Il était affolé. Bon. Et j'ai dit, tu t'es touché ce matin? Oui, j'en ai qu'un. Bon. Vous voyez mort, comme ça, les testicules et tout ça. Je dis, tu veux que je fasse le docteur? Il me dit, oui. Bon, allez, viens. Alors, je fais le docteur, je l'examine, et puis je lui ai montré, je lui ai fait toucher qu'il y en a un qui est parfois un petit peu plus haut que l'autre. Si vous aviez vu le bonheur de Martin, quand il a touché son deuxième testicule, tu auras 15 enfants, toi, voilà, c'est tout. Bon. Mais des choses comme ça, des choses aussi simples, on pourrait faire passer ces messages à la télé avec beaucoup d'humour. Parce qu'il faut de l'humour, et ça dépend que l'humour est cousin germain de l'amour. Et ça aussi, c'est extrêmement intéressant. On peut faire passer beaucoup de messages de ce côté-là. Alors, les maladies auto-immunes, quelles sont-elles? Les maladies de l'immunité. Quand vous dites immunité, en général, vous pensez l'immunité parlementaire du président de la République, ou je ne sais pas, non. Il faut penser l'immunité de moi, c'est-à-dire ceux qui me protègent. Nous avons un système fabuleux qui nous protège. Et ce système qui nous protège, il est bien organisé. C'est une circulation de lymphatique. Quand on dit que quelqu'un est lymphatique, on veut dire qu'il parle lentement, il marche lentement, un peu c'est un sage. Vous voyez? Eh bien, nous avons dans notre corps, partout dans le corps, de la tête aux pieds, une circulation très lente de petits canaux extrêmement fins qui ne sont pas plus grands que la mine de ces crayons. C'est fin. Il faut appointer son regard pour les voir. Et quand on opère un patient, au niveau du thorax, n'importe où dans le ventre, n'importe où dans le corps, eh bien on dit à l'interne, appointe ton regard, aiguise ton regard, et tu vas voir là, ah, qu'est-ce que tu vois? Et il décrit un petit serpent très fin, très petit, pas plus grand que la mine du crayon, au travers duquel circule de l'eau épaisse, parfois un peu grisâtre, un peu blanchâtre. C'est la circulation lymphatique. Et cette circulation lymphatique, il y a des nœuds. Ces nœuds, ce sont les ganglions. Nous les en trouvons sous les aisselles, sur les avant-bras, au niveau de chaque région inguinale, dans le thorax, dans le ventre. Nous en trouvons derrière le creux poplité, partout. Elles sont là pour me protéger. Si jamais j'ai un panari, je vais voir mon docteur, j'ai un panari au pouce. Il vous croit. Il ne va pas vous mettre la doigt dessus, sinon il vous fait hurler. Il va vous examiner les selles. Il va chercher un ganglion. Il va dire c'est bon, le système immunitaire de madame ou de monsieur fonctionne. Il empêche le passage du germe qui est ici vers le système sanguin pour risquer une septicémie. Donc notre système immunitaire il est constitué par des cellules qui sont des globules blancs. On les appelle les lymphocytes. Il y en a autant que de marques de voitures. C'est des familles, Renault, Peugeot, Citroën, etc. Fabuleux pour nous protéger. Mais il faut encore bien le voir. Si vous avez un système immunitaire qui est fatigué, en fonction de votre état, vous risquez de faire une grippe. Je voyais une de mes collaboratrices récemment, je lui avais dit de se faire vacciner parce qu'elle était dans un état qui n'était pas un très très bon état de santé. Et quand on n'est pas en bon état de santé, il faut se faire vacciner. Quand on est en bon état de santé, il n'y a pas de raison. Aucune raison. Moi, je ne me fais pas vacciner. Quand mes infirmières m'ont dit, monsieur, vous pouvez être vacciné, je dis non. Alors ma surveillante me dit devant les infirmières, monsieur, vous ne donnez pas l'exemple. Je dis si, je vais vous donner l'exemple. Mais vous ne faites pas vacciner, mais prenez quoi? Prenez énergie vitale. Alors c'est quoi énergie vitale? C'est du miel, c'est de la propolis, c'est de la gelée royale, c'est du ginseng, c'est de la papaye, c'est de la cérola. C'est pas moi qui fais le mélange. Mais vous avez un petit musée, une merveille, au Salagou là-bas, c'est chez nous, dans notre Languedoc aussi préférée. Vous avez au Salagou, le lac du Salagou, et avant de monter à la sortie de Clermont-Lérault, une petite usine qui est une merveille. Il y a là un musée des abeilles. Ce musée des abeilles avec tous les produits de la ruche, la propolis, le pollen, la gelée royale, le miel qui se mange à genoux,
bien meilleur de prendre une cuillerée de miel et de la garder sous la bouche pendant quelques minutes pour s'endormir paisiblement plutôt que d'aller prendre des somnifères, des anxiolytiques, des machins pour supporter ceci, cela, Sarko, Hollande et tous les autres. Infernal, tout ça. Vous voyez, je publie prochainement un livre qui va s'appeler Les abeilles et le chirurgien. Mais c'est tout le domaine de la santé, c'est fabuleux tout ce qu'elles peuvent nous apporter qui est utile. Mais vous savez qu'autrefois, dans les mines, il y avait un canari au fond. Et quand le canari commençait à baisser la tête, les mineurs cavalaient vers le haut parce que ça avait pété. Eh bien aujourd'hui, c'est les abeilles qui sont les sentinelles de notre environnement. C'est un sujet absolument merveilleux. Et en même temps, c'est une économie de la santé. Une économie de la santé. On peut faire des économies fantastiques pour éviter toutes ces maladies auto-immunes. Alors, je vais les citer rapidement. Tube digestif, maladie de Crohn, rectocolite, ulcéro-hémorragique, on en voit de plus en plus. On donne des traitements lourds, qui sont des traitements immunosuppresseurs, qui vous fatiguent, qui vous craignent, qui risquent de vous donner des cancers après 10 ou 20 ans d'évolution. Je suis totalement défavorable avec ces traitements. Il faut changer les habitudes alimentaires, je vais dire comment. Ensuite, vous avez les maladies de la peau, le lupus érythémateux disséminé, un peu de rouge qui part de chaque côté sur les pommettes, comme quand vous allez au carnaval, vous mettez un petit loup sur le visage pour vous cacher, et bien là ça s'appelle le lupus rouge. Je me souviens avoir vu un maire d'une grande ville, j'avais donné une conférence, et puis sa femme vient me voir et me dit venez, mon mari a un lupus. C'était évident qu'il avait un lupus. Alors j'y vais très délicatement, je dis monsieur le maire, je pense que vous aimez beaucoup les yaourts. Alors sa femme lui dit écoute-le, bon. Bref, ça s'est très très bien passé. Alors il dit mais je prends les oméga 3. Je dis mais vous prenez comment vos oméga 3? Alors elle me dit je vais chez le pharmacien. Je dis monsieur le maire, en plus c'était une ville maritime. Les oméga 3 sont dans les poissons, dans les fruits de mer. Il n'y a pas besoin d'aller chez le pharmacien pour les prendre. Vous voyez, je me souviens un jour, à propos des oméga 3, j'étais avec un collègue parisien. Vous savez que la différence entre un prof de médecine à Paris et à Montpellier, c'est qu'à Paris, ils ont un nœud papillon et une barbe pointue. Nous, on n'a pas de cravate ou une cravate, voilà, très simple, et puis on parle comme chez nous. Bon. Et voilà que je suis à 10h dans le TGV et que nous allons à Lausanne à un congrès de nutrition internationale. Je suis avec mon collègue parisien. Et voilà qu'à 10h, il me dit je vais prendre ma petite collation. Il dit qu'est-ce qu'il va prendre celui-là? Moi j'ai sorti la pomme de ma poche, pomme du matin et loin du médecin. Très bien. Bon. Et puis lui il revient avec une boîte de sardines à 10h du matin. Bien. Alors je lui dis à 10h du matin tu vois, il me dit oméga 3. Ça c'est un taliban des oméga 3. Vous allez voir la suite. Il ouvre la boîte. Il m'offre des sardines. Je te remercie, j'ai des amandes, des noisettes, des pignons dans notre poche, tout va bien. Merci beaucoup. Il se tape toutes les sardines. Quand il a eu fini la boîte, il me dit, t'as vu, j'ai mangé toutes les sardines et j'ai laissé l'huile. Je lui ai pas dit que tous les oméga 3 étaient que dans l'huile. Incroyable. Ça, c'est typique, vous voyez, du taliban des oméga 3. Comme vous avez les végétaliens qui sont des emmerdeurs, parce que les végétaliens qui mangent que du végétal, eh bien ils meurent avant tout le monde, ils nous coûtent très cher au niveau de la santé, ils ont la libido qui est dans les chaussettes, ils ont donc la tête qui traîne par terre, ils ne font pas d'enfants, donc bref c'est la catastrophe. Il faut avoir une orientation végétalienne. Et si impossible, vous êtes sur le bio, c'est génial. Alors ensuite vous avez la pathologie de la peau qui s'appelle la sclérodermie. Avez-vous touché la peau d'une vache? C'est pas si lisse que ça. Quand on vous dit qu'avec un yaourt, vous avez un peau douce, vous pouvez courir. Ensuite, vous avez les maladies articulaires, la spondylarthrite ankylosante, les rhumatismes importants, la polyarthrite rhumatologique. On voit des rhumatismes chez les gosses qui sont gavés de produits laitiers. Vous faites très attention. Ils ont mal aujourd'hui. Alors, mais non, tu as pas mal, tu as qu'à faire du sport. On croit qu'ils font ça pour parler à l'école. Non, pas du tout, ils ont mal. C'est une véritable polyarthrite rhumatoïde juvénile, ça existe. Eh bien, vous changez les habitudes alimentaires pour transformer la vie de la personne. Spondylarthrite ankylosante, tous les problèmes de rhumatisme. Vous avez les maladies neurologiques, la sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie auto-immune. Et moi, je vais vous dire, je peux vous aider à avoir un Alzheimer.
quand je demande qui connaît l'Alzheimer, tout le monde lève la main. Qui veut l'Alzheimer, tout le monde laisse la main. Bon. Alors là-dessus, je vais vous dire comment faire pour pas l'avoir. Je me souviens que j'étais en première année de médecine et nous avions un professeur qui était un très très bon professeur sur les cellules. Et un jour, il nous fait un cours sur les cellules du système nerveux. Il commence son cours, c'était première année, on avait 17-18 ans, avec des camarades, et il dit les petits, vous allez bientôt avoir 20 ans, et à partir de 20 ans, vous allez perdre 20 à 30 000 neurones par jour. En le regardant, je me suis dit, il ne doit pas lui rester grand-chose. Lui, je suis allé le voir à la sortie, et je lui ai dit, maître, j'aimerais savoir, moi je suis plutôt de nature économe, je ne veux pas perdre du neurone, je trouve que c'est utile, comment je peux faire pour les garder? Il me dit, tu les perdras petit. Je dis, mais qui c'est qui a dit ça? Il me dit, c'est un prix Nobel. Je dis, qui? Il me dit, Ramon y Cajal, Madrid 1906. Je suis allé vérifier. Effectivement, Ramon y Cajal a eu le prix Nobel pour cela et pour d'autres raisons qui étaient plus valables. Mais aujourd'hui, il ne serait pas reçu en première année de médecine. Il s'est trompé. Nous sommes capables de gagner des connexions neuronales et même de gagner des neurones dans la zone de l'hippocampe, qui est la zone qui ressemble à un cheval marin au centre de mon cerveau. Et quand, pendant les vacances, j'étais avec ma petite fille Guillemette, qui doit avoir 6 ans, et que je lui ai appris ça, le lendemain, je lui dis quelque chose, elle me dit « Papyri, je l'ai mis dans mon hippocampe ». C'est très intéressant, pourquoi? Parce que ça veut dire que nous devons faire travailler notre cerveau. Et le faire travailler, ce n'est pas en étant des heures devant la télé, parce qu'il n'y a pas d'interactivité. Quand je suis en consultation, que je vois une dame avec son mari, je dis, madame, avant de quitter la consultation, oh madame, dites-moi, sur la 2 hier soir, c'était quoi le film? Alors, chérie, c'était quoi le film qu'on a vu hier? Alors, ils finissent par trouver le titre, c'était un policier. Je dis, mais qui c'était le meurtrier? Docteur, on s'est endormi devant. Donc, anesthésie générale assurée. Ça, à mon avis, c'est catastrophique. La télé, aujourd'hui, non seulement il peut y avoir un bon programme, une bonne chaîne, je ne dis pas le contraire, mais d'une manière générale, c'est nul. C'est nul, et le problème, c'est que ce n'est pas là pour stimuler notre cerveau, comme peut l'être Internet, Skype, etc., ou les mots croisés ou d'autres choses. Bon, ça veut dire que, personnellement, quand je suis avec les petits-enfants, eh bien, je me remets, j'aime beaucoup les fables de La Fontaine, un riche laboureur sans sa mort prochaine, qui venait. Voilà, et le petit enfant de 7 ans, il se dit, le vieux, il n'est pas si con que ça, il continue encore à travailler. Ça, c'est très utile. Alors, il y a encore d'autres maladies, bien évidemment, la thyroïdite, dite de Hashimoto, qui est aussi une pathologie auto-immune. Toutes ces maladies-là, et c'est là la découverte du docteur Jean Seignalé, c'est que vous changez les habitudes alimentaires et vous allez transformer la vie de la personne. Transformer la vie de la personne. Et ça coûte quoi? Ça coûte que vous allez changer votre budget alimentation, que vous allez vous orienter davantage vers le bio, et que si ça n'est pas bio, imaginons une pomme dont on vous dit qu'elle a subi 18 traitements. Très bien. Alors cette pomme, eh bien, vous allez la faire tremper le soir dans l'eau. Et pendant que vous allez dormir, une eau propre, une eau peut-être filtrée, et pendant que vous allez dormir, là, vous allez faire travailler votre cerveau avec les rêves, un régal, et la pomme, elle bosse. Elle va libérer 80% des pesticides de sa peau qui vont partir dans la flotte. Le lendemain matin, vous allez croquer votre pomme, y compris la peau, vous aurez le prébiotique de la peau, vous aurez les probiotiques tout simplement dans votre aliment, que vous allez bien mastiquer, pas besoin de prendre des yaourts. Mais vous allez me dire, je consomme quand même 20% de phytosanitaires, de pesticides, oui, mais je vais vous dire comment vous allez les éliminer, c'est pas compliqué. Vous allez faire du sport 2 fois par semaine, et pour ça, il faut transpirer. Et vous avez remarqué que quand nous transpirons, en général, on ne sent pas bon après la transpiration. Et ce qui est important à bien comprendre, c'est que nous avons sous notre peau un petit tissu adipeux qui ne doit pas être trop élevé, mais avec des glandes sudoripare qui sont les glandes de la sueur. Et ces glandes de la sueur sont là pour éliminer les produits toxiques qui sont stockés, qui sont lipophiles, qui aiment le gras. Ils aiment le gras, donc ils sont justement dans mon tissu gras. Mais attention, les femmes, je l'ai dit l'autre jour à la conférence à Nîmes, elles vont stocker le gras plutôt au niveau du sein et plutôt au niveau du bassin. Donc attention au cancer prostatique chez l'homme, cancer du sein chez la femme. Ça, ce sont des données qui sont importantes et qui font que dans l'avenir, on doit, par le changement des habitudes alimentaires,
réduire le nombre des cancers. Il ne s'agit pas, moi je ne cherche pas à ce qu'on me dépiste un cancer de la prostate, je veux qu'on me l'évite, pas une chose. Donc me l'éviter, ça veut dire qu'on doit me donner des conseils pour que j'aille vers la prévention. Alors évidemment, si on ne me donne pas des conseils pour aller vers la prévention, je vais en rester au dépistage. Ça veut dire qu'avec la trouille tous les ans, je vais me faire faire une prise de sang, ça veut dire que je vais me faire faire une mammographie pour les dames, une échographie avec la peur au ventre, parce que ma copine du même âge a eu ceci, pourquoi elle a eu et pas moi. Bon. Et tout ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes, et c'est pour cette raison que je n'arrêterai pas de donner des conférences sur ces sujets-là vers le grand public. Pourquoi? Parce que le grand public est très attentif. La conscience scientifique du grand public aujourd'hui, elle est nettement meilleure qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Vous allez le voir par les questions que vous allez poser. Ces questions sont toujours des questions pertinentes, sont des questions qui concernent la santé, et par le domaine de l'alimentation, on peut changer sa santé dans le bon sens. Et donc je termine, avant qu'on puisse discuter et dialoguer, par deux phrases que j'aime beaucoup, l'une d'Hippocrate: que ton aliment soit ton médicament. Il a dit ça 500 ans avant Jésus-Christ. J'ai relu tous les textes d'Hippocrate en langue française, bien évidemment, qui sont absolument remarquables. Quand vous lisez ça en langue 2011, 2010, 2012, vous dites, mais ce type, il devrait être le patron du ministère de la Santé, il devrait être le patron de l'INSERM ou du CNRS. Et qu'est-ce qu'il avait à l'époque? Il avait son intelligence, il avait ses yeux, ses oreilles pour écouter, ses bras pour examiner, pour ausculter. Il n'avait pas d'appareil, rien du tout. Il avait remarqué des choses absolument vitales pour notre santé. Et la deuxième phrase, c'est Jean Rostand, le célèbre biologiste, qui disait « Vaut mieux un bon menu qu'une ordonnance ». Alors, vous comprenez bien qu'il vaut mieux envoyer les gens au resto qu'à l'hosto. Moi, je ne suis pas pour remplir les centres anticancéreux. Si vous allez au centre anticancéreux à Montpellier, vous avez des bruits partout. Nous construisons sans cesse. Nous n'avons pas assez de médicaments, de médecins, nous n'avons pas assez d'infirmières, d'aides-soignants, de chirurgiens, etc. Nous n'avons pas assez. Eh bien, il faut absolument faire une politique de prévention, et cette politique de prévention, elle passe par les médias. Nous avons demandé des passages dans les médias. Je suis extrêmement persévérant, je finirai par y arriver, et c'est le moment, à un moment où il y a des changements politiques importants, pour tenter de convaincre et d'obtenir satisfaction. Voilà, je vous remercie et je suis prêt avec votre attention. Yeah.